La gorge au-delà de Salapunco, ou le testament de Claiborne Boyd, par Auguste Derleth. Le manuscrit de Claiborne Boyd, maintenant conservé à la bibliothèque de l'Université de Buenos Aires, compte 3 parties. Les 2 premières furent découvertes avec les effets que Claiborne Boyd avait abandonnés dans sa chambre d'hôtel de Lima, au Pérou. La dernière partie rassemble plusieurs lettres adressées au professeur Víbaro Andros de Lima et des récits qui s'y rattachent. Ce n'est qu'après des discussions prolongées entre ses détenteurs que la totalité du manuscrit a reçu l'autorisation d'être imprimée en vue d'un tirage limité. Il est particulièrement heureux que la faculté d'analyse et de synthèse de l'esprit humain se limite au savoir virtuel de l'univers, tel que nous le connaissons, et qu'elle ne puisse rien deviner de ce qui se trouve au-delà. Car ceux qui grouillent par millions sur cette terre, à l'exception d'une infime minorité, vivent béatement dans l'ignorance des noires profondeurs de l'horreur, béantes depuis toute éternité, non seulement dans les régions étranges et inaccessibles de la terre, mais aussi derrière le soleil couchant, ou au coin de la rue, et des abîmes vertigineux du temps comme de l'espace, et des choses inouïes qui hantent ces terribles lacunes. Il y a moins d'1 an, je résidais à la Nouvelle-Orléans, et je voyageais volontiers dans la région marécageuse du delta du Mississippi, proche de ma ville natale. C'est à cette époque que j'abordais l'étude de la culture créole. Je poursuivais mes recherches depuis près de 3 mois lorsqu'un message m'apprit la mort de mon grand-oncle, Asaph Gilman, et l'arrivée, selon les volontés impératives de son testament, de certains de ses biens, car j'étais le seul étudiant encore en vie parmi ses rares parents. Mon grand-oncle avait été pendant de nombreuses années professeur de physique nucléaire à Harvard, et ayant atteint l'âge de la retraite, il avait continué à enseigner pendant quelque temps à l'université de Miskatonic à Arkham. Après avoir quitté ce dernier poste, il se retira dans sa maison dans la banlieue de Boston, et vécut ces dernières années dans une presque complète réclusion. J'écris presque complète réclusion car il sortit de temps à autre de sa retraite pour entreprendre de mystérieux voyages aux 4 coins du globe. C'est au cours de l'un de ces voyages, alors qu'il errait dans les quartiers malfamés de Limehouse à Londres, qu'il rencontra la mort. Il fut mêlé à une violente échauffourée provoquée, semble-t-il, par des voyous ou des lascars des navires à quai. Cette échauffourée, bien qu'elle s'étant achevée aussi vite qu'elle avait commencé, avait néanmoins causé la mort de mon grand-oncle. J'avais parfois reçu de ses nouvelles, écrites d'une main hâtive et envoyées de divers pays qu'il visita, de Nome en Alaska, de Ponap dans les Carolines, de Singapour, du Caire, de Craigoy-Cavar en Transylvanie, de Vienne et de bien d'autres endroits. Au début de mes recherches sur la tradition créole, j'avais reçu une carte postale abstruse expédiée de Paris. Au recto se trouvait une délicate gravure de la Bibliothèque nationale et au verso des directives du grand-oncle Asaph. Si au cours de vos études vous découvrez l'existence de cultes païens, passés ou présents, je vous serai reconnaissant de m'envoyer ces renseignements dès que vous en aurez le loisir. Comme les créoles que j'étudiais étaient dans leur plus grande majorité catholiques romains, je ne pus avoir connaissance des faits qui l'intéressaient et je n'eus donc pas l'occasion de lui écrire à son adresse londonienne. Aussi ai-je reçu la nouvelle de sa mort prématurée avant même d'avoir songé à lui écrire. Les affaires de mon grand-oncle arrivèrent 15 jours après l'annonce de sa mort. 2 mâles cabines pleines à craquer, sans autre indication que leur poids. Au moment de leur arrivée, j'étais occupé à rassembler les données que je possédais sur les coutumes et le folklore du pays créole. C'est pourquoi il me fallut attendre 1 mois avant de songer à ouvrir les malles et en examiner superficiellement le contenu. Lorsque je me suis enfin décidé à les ouvrir, je découvris que leur contenu pouvait être divisé en 2 catégories. D'une part, une collection de pièces extrêmement curieuses qui auraient fait la joie de n'importe quel collectionneur d'art primitif, et d'autre part une liasse de notes, certaines tapées à la machine, d'autres manuscrites, et je reconnus aisément l'écriture en pâte de mouche de mon grand-oncle, et d'autres encore sous forme de coupures de journaux et de lettres. Comme l'art primitif m'était d'un abord plus familier, je décidai d'examiner minutieusement ses productions. Après avoir passé à peu près 4 heures à les trier, je parvins finalement à la conclusion que les pièces que mon grand-oncle avait collectionnées avec tant de peine présentaient une étrange progression créative. Certes, mes connaissances en art primitif étaient limitées.
et mon grand-oncle avait adjoint des notes au bas et au dos de la plupart des pièces, sauf à celles qui parlaient d'elles-mêmes, tels ces caractéristiques masques polynésiens. La division de ces pièces en deux groupes était en elle-même intéressante. Il y en avait 277, sans compter les 2 ou 3 qui avaient souffert du voyage et qui s'étaient brisés en 2 morceaux. Sur ce nombre, 25 étaient probablement d'origine indo-américaine, un nombre égal d'origine indo-canadienne et esquimaude. Un certain nombre de pièces étaient de conception maya et une vingtaine de factures égyptiennes. Près d'une centaine de pièces provenaient du centre de l'Afrique et une quarantaine environ étaient d'inspiration orientale. Presque tout le reste provenait du Pacifique Sud, de Polynésie, de Micronésie, de Mélanésie et d'Australie. De surcroît, je dénombrais une demi-douzaine de pièces dont l'origine n'avait pu être déterminée. Ces dernières étaient particulièrement insolites, et bien que différents à première vue les unes des autres, elles semblaient avoir des liens de parenté, comme si quelques obscurs développements s'étaient produits simultanément dans toutes les ethnies et les cultures représentées. De tels liens sont suggérés par exemple par de notables ressemblances entre les sculptures hideuses du Pacifique Sud et les totems repoussants des Indiens du Canada. Comme ces notes semblent l'indiquer, mon grand-oncle avait dû remarquer ces ressemblances surprenantes, mais à mon grand désappointement, je ne trouvais nulle part une exposition cohérente de thèmes sous-jacents aux recherches de mon grand-oncle, dans la mesure où elles concernaient ses réalisations artistiques. Mon grand-oncle avait prodigué beaucoup de soins aux pièces du Pacifique Sud, qui n'étaient pas, je le vis au premier coup d'œil, les masques coutumiers, bien que ces notes ne fussent pas des plus explicites. Et ce ne fut qu'à la lumière des récents événements que je compris l'intérêt de cet art et des notes qui s'y rattachaient. Parmi ces pièces du Pacifique Sud, certaines attirèrent immédiatement mon regard. Les voici, dans l'ordre où je les examinais, ainsi que les notes qui leur correspondent. 1. Figure humaine surmontée d'un oiseau. Rivière Sepik, Nouvelle-Guinée. Reverse affirme son existence, mais un grand secret l'entoure. Ne figure pas dans les collections. 2. Pièce de vêtements tapa provenant des îles Tonga, avec pour motif une étoile vert foncé sur fond brun. Rencontrée pour la première fois l'étoile à 5 branches dans cette région. Pas d'autres détails. Indigènes incapables d'expliquer le dessin, disent qu'il est très vieux. Évidemment, pas de contact ici, depuis qu'il a perdu toute signification. 3. Dieu marin, île Cook. Ce n'est pas l'habituelle effigie du canoë de pêche. Pas de traces de cou, torse malvenu, tentacules pour les jambes et ou les bras. Pas de nom attribué par les indigènes. 4. Pierre Tiki, île Marquise. Impressionnante tête de batracien d'une figure présumée humaine. Les doigts sont-ils palmés? Les indigènes, bien que ne l'adorant pas, lui attribuent une signification de toute évidence associée à la peur. 5. Tête réduite. Sans aucun doute miniature de la colossale image de pierre trouvée sur le versant désertique de Ranoraraku. Travail typique des îles de Pâques. Trouvée à Ponap. Les indigènes l'appellent simplement Ancien Dieu. 6. Linteau gravé. Maori, Nouvelle-Zélande. Travail exquis. Figure centrale de toute évidence polypeuse, mais non une pieuvre. Plutôt une curieuse contamination de poissons, de grenouilles, de pieuvres et d'hommes. 7. Pied droit sculpté. Nouvelle-Calédonie. De nouveau, remarquable suggestion de l'étoile à 5 branches. 8. Figure ancestrale. Taillée dans du bois de fougère. Ambrim, Nouvelle-Hébride. Mi-humain, mi-batracien. Peut-être la représentation du véritable ancêtre. Relation certaine avec les cultes similaires de Ponap et d'Innsmouth. Le fait de mentionner le nom de Cthulhu effraya le propriétaire de l'objet. Paraissait ne pas savoir pourquoi. 9. Masque barbu. Origine, Ambrim. Étonnante évocation de tentacules et non de poils pour la barbe. Même utilisation dans les Carolines, le long de la rivière Sepik en Nouvelle-Guinée et aux îles Marquises. Un exemplaire de ce type dans une boutique du quartier des Docks à Singapour. Pas à vendre. 10. Figure en bois. Rivière Sepik. Notez A. Le nez, un seul tentacule se déroulant jusqu'à une figure au-dessous de la taille.
B. Mâchoire inférieure se déroulant et rejoignant le torse tel un ombilic. Tête grossièrement disproportionnée. Modèle vivant. 11. Bouclier guerrier. Queensland. Motif en labyrinthe. Apparemment, A. Labyrinthe sous l'eau. B. Figure anthropoïde accroupie suggérée à l'aboutissement du labyrinthe. Tentacule. 12. Pendant en coquillage. Papou. Idem. Il semble certain que mon grand-oncle recherchait une tendance bien définie dans ses pièces. Mais s'agissait-il du développement de l'art primitif ou de celui d'un type de représentation particulier? Ce n'était pas clair. Sans doute les deux dernières des pièces non répertoriées furent particulièrement suggestives, à la lumière des notes ésotériques de mon grand-oncle. L'une était une grossière étoile à 5 branches taillée dans une pierre grise que je ne pus reconnaître. L'autre était une figure finement ouvragée de plus de 20 cm de haut, d'aspect particulièrement cauchemardesque. Elle représentait sans doute quelque monstre antique, ou plutôt traduisait la vision primitive d'un monstre antique depuis longtemps disparu, car rien sur cette terre ne pouvait lui ressembler, même de loin. La créature était anthropoïde, dans son ensemble, mais sa tête polypeuse était recouverte de pédoncules semblables à des tentacules, alors que son corps était à la face squameux et élastique. De plus, ses membres se terminaient par des ongles disproportionnés et quelque chose ressemblant à des ailes de chauve-souris sortait de son dos. À cause de sa corpulence et de l'expression maléfique de son visage, cette figure trapue donnait l'impression d'une force incroyable. La représentation vivante et inoubliable du grand mal. Non pas du mal comme on l'entend généralement, mais d'une horreur terrible, à en rompre l'âme. Une horreur qui transcende le mal que l'homme du commun peut connaître. Son aspect était d'autant plus terrifiant que la tête céphalopode rejetée en arrière et la position accroupie donnaient l'impression d'une créature sur le point de se dresser. À sa base, mon grand-oncle n'avait inscrit qu'une brève indication encore plus déroutante que les autres. On y lit seulement « C », point d'interrogation, ou un autre. Bien que ma connaissance de l'art primitif soit, je le reconnais volontiers, relativement sommaire, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas de lien entre le style de cette étrange figure et les différents arts auxquels j'étais familiarisé, comme tout individu qui a reçu une bonne éducation. Et cette conviction semblait rendre encore plus mystérieux l'héritage de mon grand-oncle. Il n'y avait pas même l'indication de son origine, du moins sur la figure elle-même. Je la recherchais en vain, je ne découvris rien en dehors de l'étrange question de mon grand-oncle. En outre, cette figure donnait l'impression d'un âge incalculable. Je ne pouvais guère me tromper car la matière dans laquelle elle était sculptée était une pierre noire verdâtre avec des particules iridescentes et des stries, ne rappelant rien de ce que je connaissais en géologie. Bien plus encore, je découvris sur la base de la figure certains caractères que j'avais pris pour des traces de la taille. Cependant, il était évident après un examen prolongé que ces caractères n'étaient pas le fait du hasard, ni de maladroits coups de burin, mais étaient soigneusement gravés dans la pierre. Il s'agissait en fait de hiéroglyphes ou de caractères d'une langue qui ne présentait pas plus de ressemblance avec les langues connues que la sculpture avec des genres artistiques connus. Il n'est donc pas étonnant que je me sois décidé à abandonner mon travail sur la culture créole et sa tradition au bénéfice de recherches plus poussées à partir des notes de mon grand-oncle. J'ai réalisé qu'il était sur la trace de quelque chose de mystérieux et de fondamental, et certains indices, notamment sa carte m'interrogeant sur les cultes païens chez les créoles et son intérêt pour les œuvres d'art primitif qu'il avait conservées, suggéraient que l'objet de sa quête était très certainement une religion ancestrale qu'il essayait de reconstituer en explorant les coins les plus reculés de la terre, où sa survivance était plus probable que dans nos centres urbains. Sans aucun doute, il m'était plus facile de prendre une résolution que de la tenir, car les papiers de mon grand-oncle ne renfermaient rien qui puisse ressembler à un ordre chronologique précis. J'avais pourtant espéré qu'il y eût au moins un ordre de lecture, car tout semblait relativement classé dans les mâles. Il me fallut cependant un temps considérable pour effectuer une première classification et un temps encore plus considérable pour établir un ordre quelconque. Et rien ne pouvait confirmer la parfaite exactitude de ce classement. Cependant, j'avais de bonnes raisons de croire que s'il n'était pas exact, du moins, il ne devait pas être loin de la vérité. En effet, les notes de mon grand-oncle permettaient de classer chronologiquement ses voyages et d'en comprendre la raison,
car, à en juger par son existence antérieure, cela peut sembler une façon bien inhabituelle de terminer ses vieux jours. Il semblait probable qu'une expérience, réelle ou quasi réelle, associée à ces 2 années où il enseigna à l'université de Miskatonic, l'y avait poussé. Un curieux manuscrit ayant de toute évidence appartenu à un naufragé peut expliquer le but de ses premiers voyages. Je ne sais comment il est tombé entre les mains de mon grand-oncle, bien qu'il semblât que la brève coupure du journal épinglé au manuscrit ait dû attiser sa curiosité. Il s'agissait du bref compte-rendu de la découverte d'un manuscrit dans une bouteille et qui était intitulé « Le mystère du navire disparu et résolu, le HMS Advocate a coulé en mer ». Et je lus. Auckland, Nouvelle-Zélande, le 17 décembre. Le mystère du HMS Advocate, disparu en août dernier, semble être résolu aujourd'hui par la découverte d'un manuscrit rédigé par le gabier Alistair Grinby. Le manuscrit fut découvert par un équipage de marins-pêcheurs dans une bouteille flottant non loin des côtes de la Nouvelle-Zélande. Bien qu'il apparaisse dans une large mesure comme étant le fruit d'un esprit déjà ébranlé par de longues privations, les épisodes principaux du naufrage de l'Advocate semblent décrits avec précision. Après avoir quitté Singapour, le navire fut pris dans une tempête venant des îles Kuril, au milieu du mois d'août. Le navire se trouvait à 47 degrés 53 minutes de latitude sud et à 127 degrés 37 minutes de longitude ouest. L'équipage de l'Advocate fut contraint d'abandonner le navire 10 heures après le début de la tempête, alors qu'elle faisait encore rage. Dès lors, ils étaient à la merci des lames de fond et, si on peut prêter crédit au récit de Grinby, des pirates d'une incroyable sauvagerie décimèrent les hommes qui étaient encore en vie sur l'embarcation avec laquelle Grinby et ses compagnons tentaient de rejoindre le rivage d'une île, probablement l'une des Gilbert ou Marianne. Pourtant, l'île telle que l'a décrit Grinby n'est pas connue des marins indigènes qui contestèrent l'authenticité de cette partie du récit de Grinby, qui relate les événements qui suivent l'abandon forcé du navire. Le manuscrit était rédigé sur les petites feuilles d'un carnet et était épinglé à l'article. Bien que ne comportant que peu de pages, il était écrit d'une main tremblante, et il n'y avait pas beaucoup de mots sur chaque page. Il était cependant d'une longueur substantielle, surtout si l'on songe que son auteur souffrait très certainement de la faim et de la soif, et était plus ou moins conscient de sa fin prochaine. Je suis le seul survivant de l'équipage du HMS Advocate, qui quitta Singapour le 17 août de cette année. Le 21, nous rencontrâmes un orage, à 47 degrés 53 minutes de latitude sud, 127 degrés 37 minutes de longitude ouest. Il venait du nord et était d'une violence incroyable. Le capitaine Randall appela tout le monde sur le pont et nous avons fait de notre mieux. Et nous ne pouvions tenir le coup dans un rafio comme l'Advocate. Au commencement du 6e quart, 10 heures après que la tempête nous ait rejoints, on reçut l'ordre d'abandonner le navire car il prenait de la bande rapidement. Une brèche s'était ouverte à bâbord et il n'était plus possible de le sauver. Nous avons mis 2 canots à flot. Je pris le commandement du premier canot, le capitaine Randall celui du second. 5 hommes furent portés disparus en quittant le navire. Je n'avais jamais vu de vague aussi haute. Et lorsque l'Advocate coula, ce fut pire que tout. L'obscurité nous sépara et nous avons été rejoints par l'autre canot que le jour suivant. Nous avions suffisamment de provisions pour tenir une semaine en nous restreignant et nous pensions nous trouver quelque part entre les Carolines et les îles de l'Amirauté, plus près de ces dernières et de la Nouvelle-Guinée. Aussi, nous avons fait ce que nous avons pu pour nous diriger vers cette côte, malgré les vagues gigantesques. Le 2e jour, Blake devint hystérique et provoqua un accident déplorable. Dans le combat, le compas fut perdu. C'était le seul compas pour les 2 canots. Sa perte était une affaire sérieuse. Quoi qu'il en soit, nous pensions garder le cap sur les îles de l'Amirauté ou la Nouvelle-Guinée. Mais la nuit tombée, les étoiles nous indiquèrent que nous dérivions vers l'ouest. La nuit suivante, nous dérivions encore, mais nous ne pouvions être certains de notre direction, même après avoir rectifié le cap. Car les nuages s'amoncelaient et cachaient toutes les étoiles à l'exception de la Croix du Sud et de Canop. Pendant ce temps, 4 hommes encore avaient perdu la raison.
Siddons, Harker, Peterson et Wiles. Et la 4e nuit, Hewitt, qui était de quart, nous réveilla tous par un cri aigu. Lorsque nous fûmes réveillés, nous entendîmes ce qu'il avait entendu, des cris et des pleurs, d'horribles sonorités qui émanaient de l'eau à l'endroit où nous estimions se trouver le canot du capitaine Randall. Mais cela ne dura que quelques minutes. Nous tentâmes de les héler, mais nous ne pûmes obtenir de réponse. Si l'un des hommes était devenu cinglé, nous aurions entendu quelque chose, mais rien. Après un moment, nous n'avons plus rien tenté, n'attendant plus que la venue de l'aube, tous plus ou moins effrayés dans l'obscurité, avec ces terribles cris résonnant toujours dans nos oreilles. Puis le jour pointa, et nous nous sommes mis à la recherche de l'autre canot. Nous le vîmes, d'accord, mais il n'y avait pas un homme à bord. Je donnai l'ordre de l'aborder, pensant que, peut-être, un homme était étendu à l'intérieur. Mais lorsque nous avons pu l'approcher, il n'y avait rien, pas un signe de vie, en dehors de la casquette du capitaine qui traînait dans le fond. J'examinai attentivement le bateau. Je pus seulement remarquer que les plabords semblaient recouverts de vases, comme si quelque chose était sorti de l'eau pour se hisser dans le bateau. Je ne trouvai aucune explication à cela. Nous nous séparâmes de l'autre bateau, le laissant tel que nous l'avions trouvé, car nous n'étions pas assez forts pour remorquer ce poids mort. Il n'y avait rien à gagner. Nous ne savions plus dans quelle direction nous allions. Nous ne savions même pas où nous étions. Mais nous croyions toujours être à proximité des îles de l'Amirauté. 4 heures après le lever du soleil, Adams poussa un cri et désigna quelque chose devant lui. C'était la terre. Nous avons ramé pour la rejoindre, mais c'était plus loin que nous pensions. Ce ne fut pas avant la fin de l'après-midi que nous pûmes nous en rapprocher suffisamment pour la voir pleinement. C'était bien une île, mais elle ne ressemblait en rien à celle que j'avais déjà vue. Elle avait plus d'1 kilomètre de long, et bien qu'elle fût dépourvue de toute végétation, une sorte de bâtiment semblait s'élever en son centre. Un énorme pilier de pierre noire s'y dressait, et plus bas sur le rivage, il paraissait y avoir des constructions. Jacobson tenait la lunette et je la lui pris des mains. Les nuages étaient hauts et le soleil était sur le point de se coucher, mais je pouvais tout de même contempler toute la bizarrerie de cette île. On l'aurait cru recouverte de boue, même sur les hauteurs. Le bâtiment semblait étrange lui aussi. Je pensais que la chaleur et le manque d'eau m'avaient dérangé l'esprit et je décidai d'atteindre le lendemain pour l'aborder. Mais nous ne l'abordâmes jamais. Cette nuit-là, Richardson aurait dû être de quart jusqu'à minuit, mais il était trop faible pour le prendre. C'est pourquoi Petrie le remplaça et Simmons s'assit à côté de lui au cas où l'un d'eux s'assoupirait. Nous étions tous bougrement fatigués. Après avoir essayé, avec trop de vigueur, d'atteindre cette terre, surtout avec les maigres rations que nous avions, et nous nous sommes endormis sans tarder. Il n'y avait sans doute pas très longtemps que nous dormions lorsque le hurlement de Simmons nous réveilla, et je bondis jusqu'à lui. Il était assis et fixait la mer, les yeux écarquillés et la bouche ouverte, comme un homme en proie à la plus extrême terreur. Il bafouilla que Petrie était parti, que quelque chose était sorti de l'eau et l'avait enlevé hors du bateau. Ce fut tout ce qu'il eut le temps de dire, et nous d'écouter. La minute suivante, il nous cernait de tous côtés, jaillissant de l'eau comme des démons et grouillant de toutes parts. Les hommes combattirent comme des fous. Je sentis quelque chose m'agripper comme un bras squameux terminé par une main, mais je jure devant Dieu que sa main avait des doigts palmés. Et je jure que la figure que je vis était un croisement entre la grenouille et l'homme, et que la chose avait des ouïes et était élastique au toucher. C'est la dernière chose dont je puisse me souvenir de cette nuit. Après, quelque chose me frappa, je pense que c'était le pauvre Jed Lambert, fou de peur, pensant probablement frapper une de ces choses qui nous abordaient. Je suis tombé sans connaissance, et c'est probablement ce qui m'a sauvé, puisque les choses me laissèrent pour mort. Lorsque je revins à moi, le jour était levé depuis plusieurs heures. L'île avait disparu. Je m'en étais énormément éloigné. J'ai dérivé tout le jour et toute la nuit, et ce matin j'écris ce récit afin de le remettre dans une bouteille. Si je peux atteindre la terre, ou si je ne suis pas bientôt repéré, j'espère et je prie celui qui trouvera ce message de revenir châtier ces choses qui prirent mes hommes et ceux du capitaine Randall, car il est certain que le même sort leur fut réservé.
La nuit, ils ont été jetés par-dessus bord par quelque chose venant des enfers, dissimulé au fond de ces eaux maudites. Signé Gabier Alistair H. Grinby, HMS Advocate. Quelle que fût l'opinion des autorités d'Auckland sur le rapport de Grinby, il est certain que mon grand-oncle le considérait avec le plus grand sérieux. Car d'après la succession chronologique, il y avait un très grand nombre d'histoires similaires, récits d'événements étranges et inexplicables, narrations de mystères insolubles, de disparitions bizarres, de toutes sortes de cas outrés qui auraient pu être imprimés dans des milliers de journaux et lus avec un intérêt le plus superficiel par la plus grande partie du public. Il s'agissait surtout de récits fort courts et il semblait évident que la majorité des rédacteurs les utilisaient comme bouche-trou, et sans doute cela conduisit mon grand-oncle à penser que si le rapport de Grinby avait pu être traité si cavalièrement, d'autres entrefilets pouvaient cacher des histoires semblables. Il apparaît maintenant clairement que les coupures si soigneusement rassemblées par mon grand-oncle avaient tout un point commun, leur extrême étrangeté. En dehors de cela, il n'y avait pas de ressemblance manifeste entre elles. Les divers et longs récits qu'il rapportait étaient d'intérêt local, et ils se présentaient comme suit. 1. Un résumé des faits concernant la disparition du docteur Laban Shrewsbury, d'Arkham, Massachusetts, auquel étaient adjoints d'obscurs paragraphes copiés d'un manuscrit ou d'un livre écrit par le disparu, et qui était intitulé « Approche des structures mythiques des derniers primitifs en relation avec le texte d'Hurlier ». Par exemple, son origine marine ne prête pas à controverse, car chaque description de Cthulhu se rapporte directement ou indirectement aux océans. Cela est aussi vrai pour telle manifestation supposée de Cthulhu que pour le récit des actions de ses adeptes. On ne peut être certain de la véracité de la légende d'Atlantide. Cependant, des ressemblances superficielles apparaissent que l'on ne peut écarter. Les centres d'activité que l'on peut localiser par la disposition de cercles concentriques sur divers planisphères sembleraient être au nombre de 8. Le Pacifique Sud avec approximativement pour centre Ponap dans les Carolines, l'Atlantique au large de la côte des États-Unis dont le centre se trouve au large d'Innsmouth, Massachusetts, les eaux souterraines du Pérou centrées sur l'ancienne citadelle des Incas, Machu Picchu, le nord de l'Afrique et la bordure méditerranéenne avec pour centre les alentours de l'oasis saharienne d'El Nigro, le Canada septentrional centré au nord de Medicine Hat, l'Atlantique avec pour centre les Açores, la partie méridionale des États-Unis, y compris les îles centrées quelque part dans le golfe du Mexique, l'Asie du Sud-Est, dont le centre se trouve dans la zone désertique du Koweït, que l'on pense proche d'une cité ensevelie, Irem, la cité des colonnes. 2. Une enquête approfondie avec des notes bien que désormais désordonnées sur l'invasion mystérieuse et la destruction partielle d'Innsmouth par les agents fédéraux. 3. Le compte-rendu dans un hebdomadaire de la disparition de Henry W. Ackley dans sa résidence sur les collines proches de Brattleboro. On peut y lire que des reproductions horriblement parfaites du visage et des mains d'Ackley avaient été découvertes sur la chaise, lieu précis de sa disparition, et on y mentionnait plus discrètement la présence d'empreintes terribles aperçues autour de la maison. 4. La traduction d'une longue lettre qui avait paru dans un journal du Caire à propos des manifestations d'étranges monstres marins entrevus dans les eaux territoriales du Maroc. Il y avait beaucoup de coupures encore plus brèves, mais toutes se rapportaient à des questions d'une rare bizarrerie ou à un mystère incompréhensible. Il y avait des récits d'étranges tempêtes, de séismes terrestres inexplicables, de descentes de police au cours de rassemblements religieux, de toutes sortes de crimes impunis, de phénomènes naturels inattendus, des récits de voyageurs dans les coins les plus insolites de la Terre et des centaines de sujets identiques. En plus de ces coupures, il y avait certains livres, des études sur la civilisation Inca, 2 livres sur l'île de Pâques et des passages soulignés tirés de livres portant des titres que je n'avais jamais entendus. Les fragments de Céléaïno, les manuscrits pnacotiques, le texte d'Hurlier, le livre d'Aibon, le manuscrit du Sussex, etc. Enfin, il y avait les notes de mon grand-oncle. Malheureusement, celles-ci étaient aussi ésotériques que certains des récits qu'il avait soigneusement rassemblés, mais il était cependant possible d'en tirer certaines conclusions. Il n'y avait nulle part de résumé de ces découvertes, et l'on pouvait remarquer qu'une certaine progression amenait à des conclusions univoques.
Quant à la teneur de ces annotations, il était assez aisé de constater que mon grand-oncle était sur la trace d'organisations disséminées qui adoraient l'un de ces nombreux êtres qui s'étaient coalisés, que l'objet spécifique de ses recherches était le quartier général du culte de Cthulhu, parfois appelé Cthulhu, Kalulu, etc., et tout ou partie des objets d'art témoignant de ce culte. Que le culte de cet ancêtre était très ancien et très maléfique. Que mon grand-oncle supposait que la repoussante figure de pierre d'origine inconnue était la représentation de Cthulhu par un artiste aborigène. Que mon grand-oncle faisait plus que supposer l'existence d'un rapport entre les événements fâcheux des coupures qu'il avait rassemblés et le culte de ces êtres qui ont partie liée. Dans ce contexte, ces annotations sont singulièrement suggestives, comme peut l'indiquer ce qui suit. Certains parallèles se présentent d'eux-mêmes et des déductions inévitables et inexplicables peuvent en être tirées. Par exemple, le docteur Shrewsbury a disparu 1 an après la publication de son livre sur les structures mythiques. Le savant britannique Sir Landon Ettrick fut tué dans un étrange accident 6 mois après, alors qu'il eut permis la publication dans la Occult Review de son article consacré à l'homme-poisson de Ponap. L'écrivain américain H.P. Lovecraft mourut 1 an après la publication de sa curieuse fiction, Le cauchemar d'Innsmouth. Seule la mort de Lovecraft semble ne pas avoir été causée par un accident bizarre. Note de l'auteur, certains ont remarqué l'allergie de H.P.L. au froid, d'autres soulignent son aversion prononcée pour la mer et toutes les choses qui s'y rapportent, aversion pouvant aller jusqu'à lui causer un malaise physique à la vue des fruits de mer. La conclusion est inévitable. Shrewsbury, comme Lovecraft et peut-être Ettrick et les autres, étaient sur le point de faire des découvertes importantes à propos de C. On peut noter la curieuse signification du nom de cette oasis, El Negro. Traduit sommairement, cela voudrait dire le noir, qui à son tour ne désignerait pas seulement le démon, mais toute créature de l'ombre. Aucun récit valable n'indique que c'est où les créatures qui le servent directement est ressurgi, sauf dans les ténèbres, à l'exception du récit de Johansen rapporté par Lovecraft. Seuls ces mignons sortent de jour. Et si on le compare au récit de Greenby, peut-on vraiment douter que les îles vues par Johansen et Greenby soient une seule et même île? Je ne le pense pas. Et alors, où se trouve-t-elle? Aucune île n'a été repérée au large de Ponap, pas plus au large de Queensland. Aucune carte ne permet de la situer. Les récits de Johansen et de Greenby s'accordent pour dire qu'elle se trouve entre la Nouvelle-Guinée et les îles Carolines, probablement à l'ouest des îles de l'Amirauté. Johansen avance que l'île n'est pas immobile, mais sombre et reparaît. S'il en est ainsi, comment expliquer les constructions? Partout, preuve directe ou indirecte de la présence d'un poisson ou batracien, particulièrement en relation avec certains événements. Vu à Arkham avant la disparition du docteur Shrewsbury, aperçu à Londres juste après la mort d'Ettrick, Greenby fait mention d'êtres qui lui semblèrent être un croisement entre la grenouille et l'homme. Les fictions de Lovecraft abondent dans leur sens, et son conte d'Innsmouth suggère horriblement pourquoi les serviteurs batraciens de C ne désiraient pas un homme mort et pourquoi ils laissèrent Greenby leur échapper. À propos du récit de Greenby comparé à des récits aussi probants que ceux de la disparition mystérieuse de la Marie Céleste et d'autres navires, si les créatures marines pouvaient aborder des navires de la dimension du Vigilant, celui de Johansen, pourquoi pas des navires plus gros? Si cette hypothèse est fondée, il y a là une explication plausible, même si elle est incroyablement horrible, à tant de mystères de la mer, aux innombrables abandons et disparitions de vaisseaux. D'un autre côté, les seuls récits qui peuvent en témoigner, on doit s'en souvenir, sont ceux d'hommes dont l'esprit a pu être dérangé par des privations exceptionnelles. Il y avait encore de nombreuses remarques de même nature, mais il y en avait d'autres encore plus embarrassantes que l'on doit rapprocher des notes préliminaires. À mesure que mon grand-oncle s'enfonçait plus profondément dans ses recherches, je réalisais que ses notes devenaient ostensiblement plus obscures. Par exemple, il écrit quelque part, très certainement sous le coup d'une certaine excitation, « N'y aurait-il pas une explication purement scientifique au voyage dans l'espace-temps qui passe pour être le pouvoir des anciens ?»
c'est-à-dire quelque chose en rapport avec le temps comme dimension qui réduirait C et les autres à des êtres totalement étrangers obéissant à des lois aux antipodes des lois naturelles telles que nous les connaissons. Et encore, que penser de la possibilité d'une désintégration atomique suivie d'une réintégration par-delà le temps et l'espace? Et si le temps doit être considéré purement comme une dimension et l'espace comme une autre, les ouvertures qui sont citées à plusieurs reprises doivent être des fissures dans ces dimensions. Quoi d'autre? Mais l'aspect le plus troublant de la quête étrange de mon grand-oncle n'apparaît pas dans ses notes avant les derniers mois de sa vie. Alors un certain malaise se fait sentir et il semble en définitive que le culte ou les cultes qui intéressaient mon grand-oncle n'étaient pas des phénomènes appartenant au passé mais qu'ils avaient survécu jusqu'à nous et étaient de surcroît qualifiés de pernicieux et de maléfiques. En effet, dans le déroulement de ces notes apparaissaient certaines questions pertinentes, comme si mon grand-oncle se questionnait lui-même sur la portée de ce qu'il pouvait difficilement croire. Si ma vue ne me trompe pas, écrit-il quelque part à son retour de Transylvanie, mon compagnon de voyage avait l'aspect caractéristique du batracien. Il parlait cependant le plus pur français. Rien à remarquer lorsqu'il monta dans le Simple-Orient. Il me fut difficile de le semer à Calais. Suis-je suivi? Et s'il en est ainsi, où ont-ils pu trouver? Et de nouveau, suivi à Rangoon sans aucun doute. Poursuivant indiscernable, mais en juger par le reflet d'une vitre, ce n'est pas l'un de ceux des profondeurs. Sa statue suggère un chocho, ce qui semblerait bien à propos puisque l'on suppose qu'ils se sont regroupés non loin d'ici. Et enfin, 3 à Arkham, aux alentours de l'université. La seule question semble être que soupçonnent-ils que je sache? Et attendront-ils que je sois publié comme ce fut le cas pour Shrewsbury, Vorden et les autres? Les implications de tout ceci étaient claires comme du cristal. Mon grand-oncle s'acharnait à suivre les traces d'un culte étrange et maléfique. Il vint à se faire remarquer, son existence était menacée par les adeptes de ce culte. C'est alors qu'avec une conviction instinctive, je compris que la mort de mon grand-oncle à Limehouse n'était en aucune façon un accident, mais un meurtre, soigneusement camouflé. J'en viens maintenant à ces événements qui me confirmèrent dans ma résolution d'abandonner mon projet créole et de le remplacer par l'étude de ce qui avait retenu l'attention de mon grand-oncle, Asaph Gilman. Mon intérêt superficiel avait déjà été cristallisé par la conviction que mon grand-oncle avait été assassiné, mais lorsque je cherchais une piste par laquelle commencer afin de retrouver ses meurtriers et le culte auquel ils appartenaient, je ne sus laquelle choisir. À fouiller dans ces papiers comme je le faisais, il ne semblait pas y avoir un lieu ou une personne par lesquels commencer. En dépit de tous les soupçons et suggestions terribles contenus dans les papiers et les livres de mon grand-oncle, je ne trouvais pas de point nodal, considéré comme un tout. Les papiers ressemblaient plus à un travail préliminaire reposant sur des hypothèses et des conclusions que mon grand-oncle n'avait pas eu le temps de rédiger. Ce qui fit lever mes doutes aussi bien que les ambiguïtés des papiers de mon grand-oncle fut une série de rêves extraordinaires et leur encore plus extraordinaire regain. Ces rêves commencèrent la nuit qui suivit ma décision de poursuivre les recherches de mon grand-oncle. Recherches qui furent tragiquement interrompues par son meurtre. Les rêves étaient d'un éclat remarquable, et chacun d'entre eux formait une parfaite entité, sans rien du flou, de l'incohérence et de la fantasmagorie incroyable de la plupart des rêves. Ils étaient en effet étonnants dans la mesure où ils étaient assez frappants pour ne pas ressembler à des rêves, mais à des expériences lucides et parfaitement intelligibles, qui transcendaient les lois naturelles. Bien plus, chaque rêve m'impressionna suffisamment pour me pousser à les rédiger pour servir ultérieurement de point de référence. Ainsi, je ne pourrais oublier le moindre détail de l'expérience. Mon premier rêve fut le suivant. Quelqu'un m'appela par mon nom. Claiborne Boyd. La voix était celle d'un homme et semblait venir de très loin au-dessus. Je me vis en train de me réveiller dans le même temps, la tête et les épaules d'un homme très âgé avec de longs cheveux blancs, le visage bien rasé, un menton prononcé et des lèvres épaisses. Il avait un nez romain et portait de curieuses lunettes avec des rabats sur le côté. Voyant que je m'éveillais, il me demanda simplement de lui prêter toute son attention. La scène changea. La tête se ratatina et s'évanouit. Mon lit, ma chambre et moi-même s'évanouirent également.
Le cadre de la scène qui suivit m'était vaguement familier. J'arpentais une rue qui semblait se trouver à Cambridge, dans le Massachusetts. Elle était loin de l'université, dans un quartier ouvrier. Là, je devais rencontrer quelqu'un, et je n'eus pas longtemps à attendre. Il s'agissait d'un homme grand et maigre, habillé tout de noir. Il marchait bizarrement et portait un cache-nez et des verres teintés. Bien qu'il ne semblât pas originaire de Cambridge, il paraissait savoir où aller. Il entra dans un bâtiment et se dirigea sans attendre vers les bureaux de messieurs Judah et Byron, avoués. Il pénétra dans le vestibule et demanda à voir monsieur Judah. Il ne tarda pas à être introduit. Maître Judah était un homme entre deux âges. Il portait un pince-nez, ses cheveux grisonnaient sur les tempes, et il était entièrement vêtu de gris. Son costume était une gabardine de coupe sévère. Je les entendis converser. « Bonjour, monsieur Smith. Que puis-je faire pour vous ?» La voix de monsieur Smith était très étrange. Elle semblait étouffée et déformée, comme si son défaut d'élocution était provoqué par une surabondance de salive. Et il dit: Monsieur Judah acquiesça. Monsieur Gilman était engagé dans un travail pour lequel, en tant que confrère, j'éprouvais un vif intérêt. Je fis la connaissance de monsieur Gilman à Vienne il y a 1 an, et je crus comprendre qu'il était en possession de papiers et de notes concernant ses recherches. Ces papiers ne peuvent avoir d'intérêt que pour un érudit qui s'intéresse au même problème. Pouvez-vous me dire s'il est possible de les acquérir auprès de l'héritier de monsieur Gilman ? Peut-être pourrais-je m'arranger avec lui pour les lui acheter. Pouvez-vous me donner son adresse ? Malgré une légère hésitation, M. Judah répondit finalement qu'il n'y voyait pas d'inconvénient, et il lui donna mon nom et mon adresse. La scène s'évanouit et la tête du vieil homme aux cheveux blancs réapparut. Il me demanda de prendre soin des papiers et de les placer en lieu sûr. Et c'est alors que le rêve s'acheva. Après avoir étudié soigneusement les étranges papiers de mon grand-oncle, un tel rêve n'était pas en lui-même extraordinaire, mais son extrême netteté fit une telle impression sur moi, non seulement à mon réveil, une fois le rêve achevé, mais tout au long de la matinée, que je fus amené à téléphoner à M. Judah pour lui demander si personne n'était venu le voir à mon sujet. Comme on peut l'imaginer, la confirmation de mon rêve me remplit de stupeur. Je n'eus plus le moindre doute sur l'identité de ce monsieur Japhet Smith. Ce n'était pas du tout un savant et un ami de mon grand-oncle, mais un représentant de ce culte maléfique qui fut la cause de sa mort. Si cela était vérifié, il viendrait certainement à la Nouvelle-Orléans s'enquérir des papiers. Alors, que faire ? Je ne crois pas que mon refus de les lui montrer puisse l'arrêter, mais il utiliserait sans aucun doute d'autres moyens pour les obtenir. C'est pourquoi je décidai de ne pas perdre de temps. Je remis en ordre et empaquetai les papiers de mon grand-oncle et les portai en un lieu secret que Smith et ses amis ne pourraient découvrir. Je passai donc une nouvelle fois l'après-midi plongé dans les papiers de mon grand-oncle et ce faisant, je tombai sur 2 enveloppes portant de bien curieuses annotations. Elles étaient encore plus ésotériques que d'ordinaire et faisaient toutes 2 allusion à la même chose. La première fut manifestement rédigée alors que mon grand-oncle se trouvait au Caire et disait simplement « Andrada, certainement pas ». La seconde, écrite lors de son dernier passage à Paris, peu de temps avant son fatal séjour à Londres, disait « Demandez à Andros au sujet d'Andrada ». En fait, ces notes pouvaient me servir de point de départ pour comprendre la quête de mon grand-oncle. Mais qui était Andros ? Et où était-il ? Je redoublai d'efforts pour découvrir de plus amples informations dans les papiers dont j'étais en possession, qui me permettraient de percer l'identité d'Andros ou d'Andrada, mais il n'y avait rien.
Quoi qu'il en soit, constatant que les deux noms étaient d'origine latine, il me sembla logique d'en déduire que ceux qui les portaient vivaient dans des pays de langue espagnole ou portugaise. Et comme mon grand-oncle ne fit que des voyages de courte durée en Espagne et au Portugal, il était bien plus vraisemblable que son attention s'était finalement portée sur d'autres régions du globe, des Açores à l'Amérique du Sud. Tout semblait indiquer qu'il s'agissait de l'Amérique du Sud, car un certain nombre d'allusions dans les papiers de mon grand-oncle laissaient penser que son prochain déplacement aurait pour but une contrée sud-américaine. Mais je n'avais que peu de temps pour formuler de telles suppositions, car le jour tirait à sa fin, et il me restait encore beaucoup à faire pour préparer le transport des papiers. J'étais motivé non seulement par mon curieux rêve et sa confirmation, mais par la seule conviction encore plus étrange que je ne pouvais plus me permettre de perdre un seul instant. Je travaillais donc en toute hâte pour terminer avant la tombée de la nuit. J'avais appris par cœur certains faits contenus dans les papiers de mon grand-oncle. J'avais soigneusement empaqueté tous les livres et les papiers et je les déposais en fin de soirée au bureau local des messageries pour une durée de 90 jours. Je payais d'avance avec un supplément pour couvrir les frais de l'instruction suivante. Si les deux malles n'étaient pas réclamées en temps voulu, elles devraient être expédiées à la bibliothèque de l'université de Miskatonic à Arkham. Cela fait, j'empochais tous les récépissés et me les adressais aux bons soins des maîtres Judas et Byron, ainsi qu'une brève note d'instruction que je leur envoyais séparément. Lorsque je retournais chez moi, l'obscurité était déjà tombée. Était-ce mon imagination? Quelqu'un rôdait-il effectivement autour de la maison? Monsieur Japhet Smith n'avait certainement pas eu le temps de se rendre à la Nouvelle-Orléans. J'écartais tous ces fantasmes et la mort dans l'âme, je regagnais mon appartement, m'attendant plus ou moins à me retrouver nez à nez avec de peu souhaitables visiteurs. Mais il n'y avait personne, et je souris intérieurement en pensant combien les bizarres papiers de mon grand-oncle et mon rêve étrange s'étaient emparés de moi. Car si mon grand-oncle ne s'était pas trompé en supposant que le culte de Cthulhu avait des adeptes dans le monde entier, il n'était donc pas impossible qu'il y en eût quelques-uns à la Nouvelle-Orléans et que Japhet Smith les ait joints par la voie télégraphique. Mon grand-oncle ne m'avait-il pas demandé de le tenir au courant de tout ce qui pouvait rappeler une étrange idolâtrie païenne, et n'entendait-il pas par là le culte de Cthulhu et de ses autres nébuleux? J'éteignis la lumière et allai jusqu'à la fenêtre, restant derrière les rideaux diaphanes pour regarder ce qui se passait dans la rue. Le quartier dans lequel je vivais était l'un des plus anciens de la Nouvelle-Orléans. Les maisons y étaient gracieuses, bien que démodées. Elles étaient en majeure partie habitées par des artistes, des écrivains et des étudiants, et certains fanatiques de musique, des grands classiques au blues, avaient également élu domicile dans le voisinage. C'est pourquoi la rue connaissait une grande animation à toute heure, et comme entre 9h et 10h du soir, il était encore relativement tôt, beaucoup de monde s'affairait. Il me fallut un certain temps pour distinguer quelqu'un qui paraissait ne pas être un simple passant, mais rien n'était moins sûr, et pourtant j'avais la certitude que cet individu à demi dissimulé observait bel et bien la maison, et plus particulièrement mon appartement. Il arpentait la rue d'un bout à l'autre, et bien qu'il ne regardât jamais en direction de la maison, il était au fait de tout ce qui s'y passait. J'étais frappé par sa démarche alanguie qui rappelait celle du Japhet Smith de mon rêve, et évoquait irrésistiblement celle des batraciens adeptes de Cthulhu, telle qu'elle est décrite dans les récits joints au papier dont je venais d'avoir connaissance. Je m'éloignai de la fenêtre, le cerveau en ébullition. Sans aucune preuve, je ne pouvais accuser un passant, ce qui me serait une cause de désagrément s'il se révélait être un poète à la recherche de sa muse. Explication tout aussi naturelle et recevable que n'importe quelle autre. Il n'était pas invraisemblable de supposer que l'on puisse tenter de pénétrer dans ma chambre. Cependant, après m'être assis un moment dans l'obscurité, essayant d'imaginer ce que je ferais si nos rôles étaient inversés, j'en arrivai à la conclusion que si effectivement l'individu en bas me surveillait, les événements avaient dû se dérouler comme suit. Smith avait télégraphié afin que l'on surveille mes déplacements. Heureusement, le veilleur s'était posté alors que je m'étais absenté pour m'occuper des malles, car il y avait peu de chances qu'il abandonne sa surveillance avant l'arrivée de Smith lui-même. Il était probable que les adeptes de ce culte ne fussent pas désireux de provoquer des incidents qui révéleraient les raisons de leur présence à celui qui serait assez curieux pour s'interroger. Je ne risquais vraisemblablement pas d'être victime d'une agression avant que Smith n'ait épuisé toutes les autres possibilités. Malgré tout, j'attendis dans l'obscurité que sonne minuit
et c'est seulement lorsque la rue fut déserte et que je ne parvins plus à distinguer le veilleur que je pus enfin aller me coucher. Cette nuit-là, je fis un deuxième rêve encore plus alarmant que le premier, et je ne fus totalement en mesure de l'interpréter que quelques jours plus tard. J'en fis à l'instar du premier rêve, et surtout depuis qu'il s'est vu confirmer dans les faits un compte-rendu complet et détaillé. Ce rêve commença exactement comme le premier. L'homme aux cheveux gris et aux lunettes noires réapparut. Cette fois, il était entouré d'une brume épaisse. À l'arrière-plan semblait se dresser un grand bâtiment. Je n'arrivais pas à discerner si l'arrière-plan représentait l'intérieur ou l'extérieur de ce bâtiment, mais je pouvais entrevoir la forme irréelle d'une massive table de pierre entre la tête du personnage et le bâtiment derrière. C'était une construction de facture tout à fait inouïe, évoquant une grande pièce voûtée, s'il s'agissait bien de l'intérieur de ce bâtiment, dont les arêtes de pierre se perdaient dans l'ombre. On devinait une fenêtre circulaire d'une taille colossale et des colonnes monolithiques à côté desquelles la tête paraissait incroyablement petite. Il y avait le long des murs des rayonnages portant des livres gigantesques. On pouvait distinguer à leur dos d'étranges hiéroglyphes. Des incisions paraissaient ressortir sur la monstrueuse et mégalithique construction de granit, dont les pièces semblaient être des blocs convexes, supportés par des assises concaves, parfaitement ajustées. On ne voyait nulle part de plancher, et il n'y avait rien sous le buste du personnage qui m'appelait. La voix me demanda de lui prêter une oreille attentive. La scène s'évanouit. De nouveau une rue familière apparut. Cette fois, je la reconnus tout de suite. C'était une rue de Natchez dans le Mississippi, où j'avais fait mes études avant de me consacrer à la culture créole à la Nouvelle-Orléans. Je paraissais marcher dans la rue et personne ne faisait attention à moi. Je vis le bureau de poste, j'y entrai et je traversai le couloir pour dépasser la rangée de boîtes. Le directeur et ses employés travaillaient et nul ne prêta attention à moi. Alors advint quelque chose d'étrange. Les casiers où se trouvaient placées les lettres en vue de l'expédition semblaient disparaître, et je vis sous les étagères une épaisse enveloppe. Elle m'était adressée et je reconnus l'écriture de mon grand-oncle. Elle portait le tampon de Londres et était datée du jour qui précéda sa mort. Ce qui était arrivé était très clair. Cette lettre, comme la dernière carte postée à Paris, avait été envoyée à mon adresse de Natchez et réexpédiée ici, car cette dernière adresse avait été biffée et remplacée par celle de la Nouvelle-Orléans. Mais la lettre avait glissé et personne ne l'avait retrouvée. Une nouvelle fois, j'entendis la voix de l'homme aux lunettes noires. Il me conseilla de me souvenir de la moindre de ses paroles. « Monsieur Boyd, vous devez faire exactement ce que je vous dis. Comme vous le savez, votre appartement est surveillé. Demain, Monsieur Smith vous téléphonera. Il n'est pas nécessaire que vous le rencontriez. Préparez-vous à quitter demain votre chambre sans songer à y revenir. Assurez-vous que vous n'êtes pas suivi et allez à Natchez. Retirez la lettre au bureau de poste. Elle est de votre grand-oncle et elle est suffisamment explicite pour vous permettre de suivre ses instructions si vous êtes toujours déterminé à le faire. Faites en sorte qu'elle ne soit pas égarée. » Puis la voix s'évanouit. Je dois attribuer à l'intensité de ce rêve le fait que je ne mis pas sa véracité en doute un seul instant. Aussi, en me réveillant dans l'obscurité de ma chambre, je sus que la dernière lettre de mon grand-oncle se trouvait au bureau de poste de Natchez, et aussi qu'avec la venue de l'aube, je suivrais les instructions précises du mentor de mes rêves. Aller à Natchez et lire l'ultime lettre de mon grand-oncle dans l'intention de suivre la moindre des directives qu'elle contenait. En dépit du désir qui me rongeait de me retrouver face à face avec Japhet Smith, je réalisais qu'il était au courant de mon refus de me défaire des papiers de mon grand-oncle, et qu'il me serait donc 3 fois plus difficile, si pas impossible, de lui échapper. Aussi, le lendemain, ce fut avec plaisir que je semai mes poursuivants, car j'étais suivi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et mon poursuivant était un individu d'un aspect repoussant, la bouche large, le front bas, les yeux sans cils presque dépourvus d'oreilles, et la peau bizarrement tannée. Je n'eus pas de difficulté à le semer en utilisant une méthode usée jusqu'à la corde, entrer par une porte d'un immeuble et sortir par une autre. À Natchez, je ne pouvais évidemment pas désigner à l'employé des postes l'endroit où se trouvait la lettre égarée de mon oncle, mais je lui expliquai simplement que j'étais venu de la Nouvelle-Orléans pour m'enquérir d'une lettre que j'aurais déjà dû recevoir, et après maintes supplications, je finis par le convaincre de regarder derrière le rayon. Il s'exécuta et me la remit en s'excusant.
Tout ce temps, je n'avais cessé de me demander par quel prodige je fus averti de l'existence de cette lettre et de M. Smith. Que mes rêves soient pour le moins hétérodoxes, cela n'était que par trop évident, mais je ne pouvais comprendre par quel enchantement j'avais pu faire ce rêve prémonitoire. L'existence matérielle de la lettre coupa court à mes spéculations. Je la décachetai fébrilement et un coup d'œil suffit pour que je puisse en deviner l'importance, en ce qui concerne la quête de mon grand-oncle, et remarquer la difficulté avec laquelle elle avait été rédigée. Car il n'y avait plus le moindre doute quant à l'identité de ses poursuivants, pressentant déjà quel destin allait lui être réservé. Mon cher neveu, son écriture était plus large qu'à l'ordinaire, sans doute à cause de sa nervosité. Je pense qu'il m'incombe de poser de tels jalons afin d'être assuré que les recherches que j'ai entreprises depuis plusieurs mois soient menées à bien, même après ma mort, car il est certain que le moindre de mes pas est épié par ceux des profondeurs, et cela jour et nuit. Il y a quelque temps, j'ai pris les dispositions nécessaires dans mon testament pour que vous receviez mes papiers, ainsi qu'une modeste somme pour faciliter vos travaux, qu'ils se placent dans la même optique que la mienne, ou non. Je tiens maintenant à vous mettre rapidement au courant de la nature de ce travail. Il y a quelque temps, disons après que j'eus quitté Harvard, je tombai sur un livre des plus curieux et des plus rares, le Necronomicon, de l'arabe Abdul al-Azred. Un livre qui fait entendre le plus en disant le moins, car il traitait d'une très ancienne pratique religieuse, de culte et de rites composant une mythologie complète, comparable à première vue à la Genèse, et qui réveilla quelque chose depuis longtemps enfoui dans ma mémoire. Si, avant de connaître quoi que ce soit, j'étais déjà profondément influencé par cette mythologie. Cela pour tout vous dire, parce que je fus averti de certains événements qui semblaient étrangement confirmer plusieurs choses écrites il y a un certain nombre de siècles, et je décidai donc d'aborder la question avec le plus grand sérieux. C'était bien là l'une de ces impulsions que connaissent les enseignants à la retraite. Que n'ai-je pas fui ce livre, maudit et oublié? Car non seulement je peux corroborer certains faits odieux rapportés par ce livre et les textes annexes que j'étudiais, mais je découvris que les cultes de ces peuples étaient dévolus à certains êtres antiques encore présents aujourd'hui, et je compris le sens de cet étrange couplet de l'arabe. N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au long des siècles peut mourir, même la mort. Je n'ai guère le temps de tout vous révéler. Croyez-moi simplement si je vous dis que j'ai la formidable conviction que cette Terre, de concert avec d'autres planètes, d'autres étoiles et d'autres univers, fut autrefois habitée par des êtres qui n'étaient pas faits de chair et de sang, ou du moins avec la chair et le sang tels que nous les entendons, et pas entièrement de la matière telle que nous la connaissons. Des êtres dénommés les grands anciens, dont les signes peuvent être encore découverts dans les régions reculées de la Terre. Les œuvres de l'île de Pâques, par exemple, des êtres qui avaient été exilés des étoiles les plus vieilles par les anciens dieux, qui étaient bienveillants, alors que les grands anciens, comme les ancêtres, étaient maléfiques pour l'humanité, cela s'entend. Je n'ai ni le temps ni la place pour vous résumer ici l'entière mythologie. Il suffit de vous dire que les grands anciens ne trouvèrent pas la mort, mais furent emprisonnés ou gagnèrent refuge. Ce point n'est pas très clair, mais la première hypothèse semble plus probable. Dans de vastes régions souterraines de la Terre ou d'autres planètes, et la légende affirme que lorsque les étoiles seront favorables, ce qui revient à dire lorsque les étoiles retrouveront la position qu'elles avaient au moment de la disparition des grands anciens, un cycle, pourrait-on dire, ils se dresseront à nouveau, la voie leur ayant été préparée par leurs serviteurs sur la Terre. Entre tous, Cthulhu est le plus effroyable. J'en arrive à la conclusion que Cthulhu se trouve aux quatre coins du globe. Dans le Grand Nord, certains Esquimaux célèbrent un rituel en l'honneur du plus ancien démon majeur, ou Tornasuk. Une figure qui présente de confondantes similitudes avec les hideux bas-reliefs censés représenter les grands anciens. Dans les déserts d'Arabie, aussi bien qu'en Égypte et au Maroc, subsiste l'adoration d'un être effrayant des océans. Bizarrement, on trouve dans les régions arriérées de notre pays la croyance infernale et ancestrale en des choses mi-homme, mi-grenouille. Et ainsi de suite, sine fine.
Je suis convaincu que les cultes d'Astur, de Shub-Niggurath et de Yog-Sothoth sont moins répandus que celui de Cthulhu. Aussi ai-je décidé de découvrir le plus grand nombre de ces lieux de rassemblement. J'ai agi, je le reconnais, mu par le plus impersonnel des motifs. Mais lorsque j'eus accès à l'ultime et effroyable connaissance, selon laquelle ces serviteurs se préparaient à ouvrir les portails du temps et de l'espace à des êtres dont notre science ne sait rien et contre lesquels elle est sans pouvoir, j'abandonnai cette attitude désintéressée et je m'employais à percer l'identité du plus puissant des groupes qui adorent et servent Cthulhu, ainsi que celle du chef de ce groupe, déterminé à mettre fin aux activités de ce dit groupe, même si cela revenait à exécuter leur chef de mes mains. Bien que près de découvrir son identité, j'en suis encore trop éloigné. D'une façon ou d'une autre, ceux des profondeurs, ces diaboliques hommes batraciens ou hommes poissons connus pour être parmi les plus proches serviteurs de Cthulhu, ont découvert mes activités. Je ne sais pas s'ils sont au fait de mes intentions. Ils ne le peuvent guère, car jusqu'à présent je ne les ai ni couchés par écrit ni confessés à quiconque. Cependant, ils me surveillent, comme ils ont été surveillés ces mois derniers, et je sens que je ne dois plus avoir beaucoup de temps devant moi. Ce n'est pas nécessaire de vous encombrer la mémoire avec des détails inutiles. Je veux simplement vous avertir que si vous êtes décidé à persévérer, vous trouverez le centre d'activité le plus important au Pérou, dans le pays Inca, au-delà de la vieille forteresse de Salapunco. La première chose que vous devez faire est d'aller à Lima et de demander le professeur Andros. Dites-lui que je vous envoie, ou mieux encore, montrez-lui cette lettre et questionnez-le au sujet d'Andrada. Tel était le contenu de sa lettre. Elle était accompagnée d'une carte grossièrement tracée dépourvue de toute légende qui décrivait une région dont j'ignorais totalement l'existence. Le professeur Viberto Andros était un homme petit et mince, d'allure vénérable, ayant des cheveux blancs soyeux, un visage d'ascète, une peau brune sans pour cela être basanée, et des yeux noirs. Il lut la dernière lettre de mon grand-oncle très lentement et sans chercher à dissimuler son profond intérêt. Lorsqu'il la reposa, il hocha la tête pour m'exprimer sa sympathie et me présenta ses condoléances pour la mort de mon grand-oncle, dont il ne fut averti que par cette lettre. Je le remerciai et lui posai une question purement formelle, en dépit de ma conviction intime si, à son avis, mon grand-oncle souffrait d'un quelconque trouble mental. « Je ne pense pas », répondit-il judicieusement. Puis il haussa les épaules et ajouta « Mais qui appartient-il de diagnostiquer ce que vous appelez un trouble mental ? Certainement pas à l'un d'entre nous. Vous y avez songé certainement à cause de ça, et de ces papiers. Mais je crains surtout que ces choses ne soient vraiment telles qu'il les a écrites. Je ne sais jusqu'à quel degré, ni si cela doit être par défaut ou par excès. Votre grand-oncle n'était pas le seul à partager de telles croyances, et il y a des livres rares, des manuscrits et des documents précieux soigneusement conservés dans quelques-unes de nos illustres bibliothèques, et que l'on consulte rarement. Mais ils sont là, écrits par des gens séparés par des siècles et des espaces incalculables, traitant tous du même phénomène. Il n'y a sûrement là aucune coïncidence. J'étais d'accord pour penser avec lui qu'il n'en était pas ainsi, et le questionner au sujet d'Andrada. Il leva les sourcils. Cela m'intrigue qu'il ait pu vous pousser à vous interroger à son sujet. Je ne sais pas ce qu'il souhaite savoir. Andrada est un prêtre, un missionnaire qui s'occupe des Indiens de l'intérieur. Dans son genre, c'est un grand homme, peut-être même un saint homme, bien que l'Église hésite à le reconnaître comme tel, car l'Église est excessivement prudente en cette matière, comme vous devez le savoir. Et cela est bien avisé, surtout depuis qu'elle est présumée infaillible pour les questions spirituelles. Andrada a travaillé de nombreuses années parmi les Indiens, et je comprends que ses conversions aient pu être dénombrées par milliers.
Je suis sûr qu'il voudra vous recevoir. Mais le problème est de le trouver. Sa mission le conduit dans les endroits les plus reculés du pays, et comme vous le savez, ils sont nombreux puisque la majeure partie du Pérou se trouve le long de la côte, et que les montagnes sont difficiles et traîtres, même pour nombre de descendants incas. Je poursuivis en l'interrogeant plus précisément sur les cycles mythiques qui constituaient l'objet des recherches de mon grand-oncle, et au cours de la conversation, il me vint à l'idée de demander à mon hôte s'il connaissait quelqu'un qui correspondrait à la description du mentor de mon rêve. À peine avais-je mentionné les caractéristiques lunettes noires que le professeur Andros fit un signe de la tête et se mit à sourire. Qui pourrait l'oublier? Un homme très profond. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années de cela, à Mexico, au cours d'un symposium. Il m'avait énormément impressionné. Au contraire, un de vos compatriotes, le docteur Laban Shrewsbury d'Arkham. Le professeur Andros dirigea son regard sombre sur moi et me fixa avec insistance, un long moment, avant de me répondre. Je me le demande. J'ai dit qu'il était un homme très profond et je ne veux pas seulement parler d'accumulation de connaissances. Je suppose qu'il a disparu et que sa maison a brûlé. Mais il avait déjà disparu 20 ans et il était revenu pour de nouveau disparaître. De plus, aucun corpus delicti ne fut établi. Aucun reste humain ne fut découvert, pas plus dans les ruines de cette maison qu'autre part. Je pense qu'un homme sensé en conclurait simplement que sa mort n'est pas prouvée. Mais lorsque vous dites que cela n'est pas possible, vous devez avoir raison. Qu'en est-il? Vous l'avez donc vu? Pour répondre à une question aussi directe, je résumai brièvement l'expérience de mes rêves. Il écouta avec un profond intérêt, hochant la tête de temps en temps. La description est exacte. La voix de l'homme semble également exacte. Je suis fasciné par votre description de ce qui l'entoure, bien plus que je ne pourrais l'exprimer. D'antiques salles monolithes, voilà qui nous éloigne de notre concept terrestre. Il sourit avec lassitude. Mon garçon, comment quelqu'un peut-il s'expliquer rationnellement lui-même? Ne me le demandez pas. Je sortis la carte que mon grand-oncle avait jointe à sa dernière lettre et l'étalai devant le professeur sans rien dire. Il la regarda un long moment, suivant des yeux les lignes tracées à grands traits, observant attentivement les petits carrés, ceux marqués d'une croix et ceux qui ne l'étaient pas, ainsi que les cercles et les rectangles. Enfin, il posa délicatement son index sur la carte et se mit à la commenter. Ici se trouve Lima. Ceci est la voie qui traverse les montagnes et qui mène à Cusco, puis à Machu Picchu, et enfin à Sacsayhuaman. Ici est situé Ollantaytambo, et là la cordillère de Vilcanota. Par ici se trouve certainement Sayapunco. Le propos de la carte serait la zone qui se trouve au-delà, et la piste se termine ici. Un pays quasiment inconnu et presque inhabité. Elle est curieuse, cette carte. Même aujourd'hui, il règne une certaine inquiétude parmi les Indiens de cette région, cette sorte d'inquiétude qui n'a pas de signification, mais qui est perpétuellement menaçante. Il a pu ne pas le savoir. Mais je savais intuitivement que mon grand-oncle savait. Il avait su. Comment je ne pouvais le dire? Et j'étais sûr que je n'étais pas venu pour rien, que les recherches de mon grand-oncle l'avaient mené à la source même de la secrète et universelle résurgence du culte de Cthulhu. D'une manière ou d'une autre, je dois aller à l'intérieur du pays. Le professeur Andros me montra une vieille photographie du prêtre. Elle avait été découpée dans un journal et représentait un homme à la bouche et aux yeux ardents et fanatiques, presque féroces. Son ascétisme et sa force intérieure étaient manifestes dans les moindres de ses traits. Si vous allez au-delà de Machu Picchu, soyez prudent. Êtes-vous armé? Je lui répondis par l'affirmative.
Vous n'avez besoin de guide qu'après avoir dépassé Cusco. Je souhaiterais que vous me teniez au courant de votre progression. Vous trouverez des messagers qui pourront porter vos lettres de votre camp à Cusco, où elles suivront la voie normale. » Je le remerciai et regagnai mon hôtel chargé des livres qu'il m'avait donnés. Les livres qui contenaient les transcriptions du manuscrit du Sussex, des fragments de Seleainu et des cultes des Goules du comte d'Erlet. Livres qui renfermaient dans leurs pages la légende incroyable des anciens dieux et le récit de leur bannissement, de Bételgeuse auxquels les condamnèrent les grands anciens. Azathoth, le dieu aveugle et imbécile. Yog-Sothoth, tout en un et un en tout. Le grand Cthulhu que l'on dit rêvant dans sa grande demeure de reliel englouti. Astur, l'indicible, celui qui ne peut être nommé. Réfugié sur une étoile noire près d'Aldébaran. Nyarlathotep qui séjourne dans les ténèbres. Ithaca qui chevauche les vents bien au-dessus de la terre. Ktuga qui reviendra de Fomalhaut. Tsatogwa qui attend à Enkai. Tous attendant que les temps leur soient favorables et que les activités de leurs serviteurs secrets parmi les hommes permettent le retour de leur domination. C'était bien là un savoir grotesque issu d'un passé lointain, mais un savoir confirmé par un nombre incalculable de faits qui s'étendent des temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Un savoir aussi blasphématoire que révoltant. Je pus alors parfaitement comprendre la volonté de mon grand-oncle de réaliser son dessein, et je compris qu'il soit resté imperturbable à l'idée d'avoir à affronter la mort. La manière insouciante avec laquelle il pouvait en parler, malgré son désir pressant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher l'avènement des minions de Cthulhu. Je lus tard dans la nuit, longtemps après que les bruits de l'hôtel se soient tus et que les rumeurs insouciantes de la vie nocturne de Lima se soient éteintes. Cette nuit-là advint la 3e visite onirique de mon mentor. Le docteur Shrewsbury apparut comme toujours, annonçant sa visite en m'appelant par mon nom. Cette fois, la scène ne changea pas, seulement les pièces monolithes du rêve précédent, la tête et les épaules du docteur se détachant sur cet arrière-fond extraterrestre, bizarre et impressionnant. Il me parla enfin, me dissuadant d'informer quiconque de mon désir de retrouver Andrada, me demandant de prendre les précautions les plus grandes et, une fois convaincu de l'objet de ma quête, de ne pas attendre pour agir. L'ordonnateur de ces rites doit mourir, et autant que possible le quartier général de ce culte doit être détruit. Il se trouve loin à l'intérieur des terres, au-delà de l'ancienne forteresse de Salapunco. Il poursuivit en m'affirmant que m'enfuir de ce pays serait presque impossible. Cependant, il existait un autre moyen. Pour le connaître, je devais attendre avant de gagner l'intérieur du Pérou, d'être en possession des 3 objets qui me seront délivrés dans un jour ou 2. Le premier de ces objets était une fiole remplie d'un hydromel doré qui me rendait capable de voyager dans l'espace très haut au-dessus de la Terre. Le second, une étoile à 5 branches, et enfin le 3e, un sifflet. La pierre étoilée, expliqua-t-il, me protégerait de ceux des profondeurs et autres minions de Cthulhu, mais non de Cthulhu et de ses gardes du corps. Le sifflet servirait à appeler à mon secours une créature volante gigantesque, qui me porterait en un lieu où mon corps demeurerait en suspension pour un temps infini, alors que ma conscience rejoindrait celle du docteur Shrewsbury, loin, de l'autre côté des abysses de l'espace interstellaire. Une fois que mon projet serait mis à exécution et avant que la vengeance des survivants puisse fondre sur moi, je devrais boire l'hydromel, prendre la pierre étoilée, souffler dans le sifflet et répéter une étrange formule. Et attendre sans effroi la suite des événements. Aussi extraordinaire que put être ce rêve, ce qui suivit le fut plus encore. Alors que l'aube allait se lever, je fus réveillé, donc j'étais bien en train de rêver, par le battement de grandes ailes. Puis dans l'encadrement de la fenêtre de ma chambre, je vis une créature ailée, horrible et monstrueuse. Sur son dos se tenait un jeune homme. Il entra dans ma chambre et enjamba la fenêtre, plaça quelque chose sur mon bureau et sortit comme il était entré. La chose ailée, ou du moins le peu que je pouvais en distinguer, l'emporta immédiatement hors de vue. Le bruit de ses ailes, décroissant avec une inconcevable rapidité. 2 heures plus tard, lorsque je m'éveillais, je me dirigeais perplexe vers mon bureau. Et là, comme je l'avais rêvé, mais l'avais-je seulement rêvé, se trouvaient 3 objets. Un sifflet, une fiole remplie d'un hydromel doré,
et une petite pierre gris verdâtre en forme d'étoile. La réplique exacte de cette pierre que j'avais trouvée parmi les pièces amassées par mon grand-oncle, maintenant entreposées à la Nouvelle-Orléans. Je pourrais donc partir pour l'intérieur du pays, avant que ne s'achève le jour. 9 novembre. Cher professeur Andros, j'ai dressé mon campement non loin de Machu Picchu, et bien qu'arrivé depuis seulement 7 heures, j'ai déjà remarqué certains faits inquiétants. Tout commença avec l'un des guides que j'ai loué par l'entremise de l'agence du Seigneur Santos que vous m'aviez recommandé. Hier, alors que nous nous dirigions vers l'ancienne citadelle Inca, j'arrêtai quelques indigènes le long de la piste pour leur demander s'ils savaient où se trouvait F. Andrada. En se signant, ils désignèrent tous la direction vers laquelle nous nous dirigions, mais ne purent me donner aucune information précise. Quoi qu'il en soit, le guide en question s'approcha de moi peu de temps après et confessa qu'il avait prêté l'oreille à ma question, et que si je n'avais pas peur de quitter la piste à Machu Picchu, il me conduirait auprès de son frère aîné, qui est malade, dans sa demeure des montagnes. Je répondis que je n'avais pas peur. Aussi, à l'endroit prévu, nous avons quitté la piste et chevauché pendant près de 3 kilomètres afin de gagner la demeure de son frère. Les 2 hommes, il faut le dire, appartiennent à l'ethnie des Quichua Ayar. Le frère, qui semblait mourant, était catholique, un des convertis d'Andrada, alors que mon guide, un homme bien plus jeune, ne l'était pas. Apprenant que je cherchais Andrada, il se montra d'abord très réticent, mais dès qu'il comprit que je ne connaissais pas personnellement Andrada et que je n'étais pas de ceux qui suivaient le prêtre, il se mit à parler avec prolixité, comme s'il craignait de ne pas avoir assez de temps pour me confier ce qu'il voulait me dire. Je ne peux bien sûr reproduire ici sa façon de parler. Il parlait un espagnol mutilé et l'essentiel de ce qu'il avait à me dire était extrêmement déroutant. Il avoua sa grande admiration pour Andrada, une admiration proche de la vénération. Mais Andrada, dit-il, était mort. Il n'était plus comme il avait pu être. Andrada n'était plus Andrada. Il était un autre dont les paroles sirupeuses évoquaient des choses maléfiques. Il dit savoir où se trouvait dissimulé un journal d'Andrada et que si je pouvais me passer de son frère, il l'enverrait là-bas le chercher. Cela prendrait 2 jours de marche. Naturellement, je donnai mon accord et le guide partit sur le champ. Je me hâte de vous rapporter cela, je ne sais pas pour le moment quoi penser. Mais le vieil Indien était très excité et sa sincérité ne peut être mise en doute. Bien plus, il semblait soulagé de pouvoir parler à quelqu'un qui pût le comprendre. J'ai eu l'opportunité de confier cette lettre à un groupe de touristes américains qui visitaient les vestiges Incas. Bien cordialement vôtre, Claiborne Boyd. Le 10 novembre. Cher professeur Andros, mon guide est revenu la nuit dernière avec le journal réputé avoir été rédigé par Andrada. Je l'ai lu et je le crois d'une telle importance que je vais le confier à l'un de mes messagers afin qu'il le porte à Cusco et vous l'envoie dans les plus brefs délais. Le journal n'est de toute évidence que le fragment d'un récit plus long. Je suis en train de dresser mon campement dans la gorge des montagnes au-delà de Salapunco. C'est là, m'a-t-on dit, qu'Andrada va bientôt diriger ce que je compris être un réveil, ou une mission, ou quelque chose de semblable. Sincèrement vôtre, Claiborne Boyd. Traduction du journal d'Andrada. Qui est ce personnage ? D'où vient-il ? Nul ne le sait. Il est assurément maléfique. Il joue une étrange musique sur un instrument qui ressemble à une flûte. Depuis qu'il est venu, il règne une certaine agitation et la méchanceté triomphe. Le mal est partout, même dans les nuages, et des eaux montent de sons étranges, comme si de grandes créatures marchaient en des lieux souterrains. J'ai lancé des invectives contre lui et je ne dois pas abandonner mes tentatives pour vaincre les doctrines du mal qui sont les siennes. Une grande peur a gagné mon peuple. Il me parle d'un mal plus ancien que la terre, d'êtres étranges dont l'un se nomme Kulu, ou quelque chose d'approchant qui s'élèvera dans la mer et deviendra le maître de toute la terre et en son temps de l'univers tout entier. J'ai interrogé plusieurs d'entre eux, aussi loin que leur réticence leur permettait. Ce n'est pas l'antéchrist qu'ils craignent, mais un être, pas un homme selon leur expression, qui serait aussi vieux que le temps, bien avant que l'enseignement du Christ ne soit connu du genre humain.
Un de mes fidèles dessina un grossier portrait de cet être tel que ses ancêtres lui ont décrit. Je pensais voir une représentation de Pachacamac, auquel on offrait des sacrifices humains ou des Illatisi Viracocha, mais ce n'était ni l'un ni l'autre, bien que cela aurait pu être un dessin de l'un de ces monstres surnaturels auxquels les Incas avaient cru. Il s'agissait de la représentation bestiale d'une créature qui était l'horrible caricature d'un homme, trapu, anthropoïde, avec des tentacules et une barbe de serpent ou de tentacules, des pattes ou des mains griffues et des sortes d'ailes comparables à celles des chauves-souris. Il est venu prêcher le culte de cet être et prédire son retour. Je demandai à mon peuple si quelqu'un se souvenait de Cthulhu. Personne. Mais certains confessèrent qu'il y a plusieurs générations de cela, on s'en souvenait dans leur clan. Personne ne l'avait vu, mais je suis sûr que nombreux étaient ceux qui y croyaient sincèrement. Il est consternant d'observer cette tendance parmi mon peuple. Je chasserai cet étranger par la force s'il le faut. Cependant, je me sens oppressé par le sentiment d'un danger imminent, d'une menace mortelle. Non pas le mal du satanisme, mais un mal qui le dépasse, plus primitif et formidable. Je ne peux le définir, mais je sens que mon âme se trouve placée devant le danger le plus grand. 14 novembre. Cher professeur Andros, je n'ai vu Andrada que par l'entremise de mon télescope. Les guides affirmèrent qu'il serait dangereux pour moi d'approcher de trop près. Aussi, je suivis leurs conseils, installai mon télescope et observai l'assemblée. L'homme que je vis en soutane n'était pas l'homme de la photographie que vous avez eu l'obligeance de me montrer. Cependant, je le reconnus bien comme étant Andrada. Et jouant le rôle d'Andrada, il haranguait les indigènes assemblés pour l'écouter. J'évaluerai leur nombre à 300. Et sa harangue n'était certainement pas un sermon chrétien, car il les faisait se prosterner. Ce que je trouvais le plus troublant était la ressemblance qu'il présentait avec le Japhet Smith de mon rêve. Il ne s'agissait sûrement pas d'un seul et même personnage, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il est également certain qu'il existe une relation entre eux, car l'Andrada que je vis à l'aide de mon télescope avait cette curieuse bouche de batracien, ses yeux sans paupières et cette constitution adipeuse qui rappelait celle de Smith. De plus, il semblait dépourvu d'oreilles. Je pense qu'il ne peut y avoir de doute quant au fait qu'Andrada a été assassiné, et quelqu'un s'est fait passer pour lui dans un but encore plus horrible qu'il semble au premier abord. Et ce n'est pas trop s'avancer que de croire qu'il est l'un de ceux des profondeurs. L'un de mes guides indigènes qui s'était mêlé à la mission est revenu et me dit qu'Andrada parlait dans une langue qui lui était inconnue, bien qu'elle éveillât quelque chose dans sa mémoire. Il pense l'avoir entendue lorsqu'il était enfant. Il fit état d'une phrase qu'Andrada avait proférée à plusieurs reprises comme une sorte de litanie que reprenait l'assistance. Il s'efforça de la reproduire pour moi et, à partir de sa reconstitution, je pus sans problème reconnaître cette litanie, jadis entendue en des lieux en vers et toujours associée à cette effroyable adoration. Finglui Miglwanaf, Cthulhu Rallier, Waga Nagel Fatang. Ce qui, une fois traduit, se lit comme suit. Dans sa demeure de relier, la ville morte, Cthulhu attend et rêve. Le docteur Shrewsbury m'est apparu la nuit dernière, apparemment en rêve. J'écris apparemment car je ne suis plus tellement sûr d'avoir rêvé. Je comprends maintenant beaucoup mieux ce culte grotesque et horrifiant. Il semblerait, selon les dires de Shrewsbury, qu'il eut recours à certains serviteurs d'Astour qui s'opposent au retour de Cthulhu pour combattre les minions de ce dernier. De là, les créatures ailées de mon expérience onérique passée. Il semblerait que l'hydromel soit un soporifique qui possède, en plus des propriétés ordinaires de telle drogue, celle de séparer de moi la conscience, ou pourrait-on dire, le moi cosmique, du corps qui demeure inanimé mais vivant. Le corps est transporté en lieu sûr et le moi prend une autre forme corporelle en un autre lieu, mais non la forme d'un homme, en un lieu très éloigné de notre univers, Selaeno, dans les Yad. Il est capable de communiquer avec moi à volonté par une sorte d'hypnose. Andrada, dit-il, est tel que j'ai pu le supposer,
Mais le quartier général du culte se trouve en lieu consacré et secret qui servit autrefois aux Incas. Un temple abandonné taillé dans le roc de la gorge non loin de notre camp. Je décidai de découvrir cet endroit dès que l'obscurité serait tombée. J'ai découvert le lieu de réunion. Il se trouve au bout d'un escalier qui commence derrière une porte en pierre dissimulée ouvrant sur une solide muraille de rochers, hors de la gorge. Manifestement un ancien passage inca, car les pierres étaient semblables à celles de Machu Picchu et de Sacsayhuaman. Le lieu de culte semblait être quelque vieux temple, mais il n'ouvre pas sur le ciel, contrairement à la coutume religieuse. Il y avait un bassin d'une certaine importance. La pièce elle-même aussi était une grande caverne, capable de contenir, selon mes estimations, plusieurs milliers de personnes. Et de ce bassin émanait une infernale lumière verte, aquatique. Sans doute les adorateurs se rassemblent-ils autour du bassin, car l'antique autel à l'extrémité de la salle est tombé en désuétude. Je ne restai pas longtemps car je vis les eaux s'agiter étrangement, et je perçus le son d'une musique lointaine comme si les adorateurs approchaient. Mais lorsque je sortis du lieu de réunion, je ne vis rien qui puisse ressembler à une procession. C'est peut-être la dernière fois que vous entendez parler de moi. Apprenant par l'un de mes guides qu'un important rassemblement allait se tenir dans la salle du vieux temple cette nuit, je retournai sur les lieux et me dissimulai. À peine m'étais-je caché derrière l'autel qu'un horrible bouillonnement se produisit, troublant cette eau d'un vert cru, et quelque chose émergea à la surface. Ce que je vis alors m'emplit de dégoût. Un simple regard me rejeta en arrière. Si je n'avais pas crié et ne me suis pas trahi, c'est dû au fait que la vue de la monstruosité jaillissant à la surface du lac souterrain m'avait laissé sans voix. Une telle créature ne peut être conçue que dans les rêves les plus insensés des Hachichiens. Une monstrueuse caricature de l'humain, une créature qui semblait avoir été autrefois un homme pourvu de tentacules et d'ouïes. Et de son horrible bouche sortait une épouvantable succession de sons rauques semblables aux notes distordues d'une flûte ou d'un hautbois. Lorsque je regardai à nouveau, elle avait disparu. Ma première pensée fut qu'elle s'était dressée dans l'attente de la venue de quelqu'un, et je n'avais pas tort. En effet, un bruit de pas résonna dans la caverne, et peu de temps après, quelqu'un pénétra dans l'étrange lumière, dont le rayonnement émanait du lac souterrain. C'était Andrada, et dans cette lumière, tous ces traits horribles de batracien semblaient plus marqués. Sans hésitation, je l'ai abattu. Ce qui se passa alors est presque trop incroyable pour être écrit. Andrada, mortellement touché, sembla se replier sur lui-même. Il tomba, mais la soutane le dissimulait, le recouvrant alors qu'il s'affaissait. Puis sortit de sa soutane une horrible chose sans forme, une masse de chair convulsive qui rampait spasmodiquement et s'efforçait de gagner le bord de l'eau, expirant alors qu'elle disparaissait hors de vue, ne laissant derrière elle que les sandales, la soutane vide et les ornements qu'elle arborait. Une chose semblable à une caricature d'un homme et d'une grenouille arrêtés au cours de leur évolution et assemblés par quelque génie effroyable. Une nouvelle fois, l'eau se mit à bouillonner, mais j'avais déjà commencé à déposer des charges de dynamite. Je ne regardais pas en arrière. J'allumai la longue mèche à l'entrée de la caverne et je m'éloignai le plus vite possible de cet endroit. J'entendis l'explosion et mes guides étaient fébriles. Je leur ai dit qu'ils pouvaient s'en retourner sans moi car je ne savais que je n'avais aucune chance de revenir sur mes pas sains et saufs. Il ne me restait que la voie offerte par le docteur Shrewsbury. Je ne vous reverrai plus et j'espère seulement que ma dernière communication vous parviendra à temps. Je sais que je n'ai fait que peu de choses et beaucoup reste à faire en d'autres points de notre monde. Et nous voulons le préserver des pouvoirs hideux et maléfiques qui depuis toujours préparent leur résurrection. Adieu. Claiborne Boyd. Lima, Pérou, 7 décembre. En dépit d'intenses recherches dans la cordillère de Vilnacota et la région de Salapunku, nulle trace du corps de Claiborne Boyd n'a pu être découverte. Boyd disparut au milieu du mois de novembre au cours d'une expédition en vue de l'étude des coutumes et des cultes indigènes. Le professeur Viberto Andros fut la personne à qui Boyd rendit visite dans la ville. Les restes du camp de Boyd révélèrent seulement qu'il partit sans prendre son équipement. On présuma qu'une fiole contenait du poison, mais une analyse chimique de ce qui restait prouva qu'il ne devait s'agir
que d'une sorte de sérum qui peut paralyser et provoquer un sommeil prolongé. Les enquêteurs furent incapables d'expliquer la présence de gigantesques empreintes de chauves-souris autour de la tente. Nanny, how do I Maybe divorce? you both have to agree to it? Do you have like a combined inventory or something? Maybe you have to decide if it's gonna be. But there's a 50-50, or if one of you 24 guys deserves more, hour. maybe one of you cheated on the other, you know? Things like that. Oh my god! I mean, you are getting a divorce to marry straight away, But- which I think could look One pretty bad in the day? name of I could. law, you know? I understand 10 minutes to reflect on it. Right? But maybe you shouldn't reflect on new marriages before the first one is over. Oh my Maybe, god. Maybe you need a divorce lawyer, actually, true. What does it say? A 24-hour cooling period to begin. But you can't marry in 24 hours? Is that I know, that's what I'm complaining. what? Your voice cut out. Yeah, that's what I'm complaining about. Oh, I didn't, okay, I didn't get it. Yeah, like I wasn't letting you do it. No, I can. I did divorce, but now we can't marry. We have to wait a day. By the way, I'm still sick. Now another doctor is gonna try to fix me. Oh my So that- gosh, we didn't even marry, and you're cheating me with another doctor. Wait, but that's not the same. It's Look, I'm okay. giving It's it okay, Annie. no likes. It's okay. It's fine. Totally 0 likes. Okay. Annie, can you try asking me to marry you? Now. High five! Let's Okay. go. High five. Okay. So how do I ask you to marry? You talk with this kid. This kid can marry Why us. is the kid deciding marriages? Do not ask questions in this game. Okay, no question. I stopped asking the questions. Form a partnership. Yeah. You are not the leader. Wait, what? Okay, I am going to make you the leader. Somehow. Let me know when it's done. Done. Now. Okay. Okay, here we go. Requires intimacy. Wait, what did it say? Requires intimacy to your companions to establish partnership. Wait, we're not even companions. Okay, We can give each other more things. yeah, let me give you more wine. Maybe I can give you something too. I can give you flowers. 10 flowers. I can give you 10 Flowers? wine. Um, More. do here. Oh, I can give you wine too. Okay, if you can give 10 of each. Okay, I gave you. Can I give 2 at once? Wait, did I give it to the wrong person? Wait, did you? No! No, I didn't. Oh no. No, I didn't. Okay. No. Okay, I've given you lots of wine now. Okay, thank you. Well, now we try again. Wait, Lua is drugging Annie. Wait, are you drugging me? No, you also gave me wine. Wait, how, do you have to do something to accept the While I have somebody in chat named Drama Queen, that person causes less drama than Skywalker. Just ignore his messages. drama queen? Yeah, it's a long story. Okay. I think Skywalker is right though. Maybe I should watch what I'm taking. Oh my god, he's not right. He's never right. I don't know. He sounds pretty reasonable.